Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo, à quoi j'ai joué en février 2020, donc côté jeux de société. Encore là, c'est des opinions personnelles, donc c'est jamais à prendre, à être extrêmement sérieux avec les notes que je donne, surtout qu'on a joué sensiblement une, peut-être deux fois, tout dépendant à chacun des jeux, malgré comme j'ai déjà expliqué, selon ce que j'ai autour, j'en ai quand même une bonne panoplie. À un moment donné, on est capable de voir s'il va y avoir du bon replay value, l'expérience qu'on a eue. Oui, ça dépend du groupe de joueurs, malgré que le groupe de joueurs reste sensiblement toujours le même. Il y a une question de player count, il y a une question de matériel, il y a une question d'interaction, il y a une question de mood. Aussi, dépendant dans quel état on se trouve quand on arrive là. Puis je parle pas d'être totalement débridé, chaudasse, nu à la limite. Pas du tout. Tout simplement, des fois, on s'attend à ce qu'un jeu soit telle chose et finalement, pas du tout. On s'attendait à avoir une victoire assez facile de la manière qu'on s'alignait et on perd à la dernière seconde. Parfois, ça joue un peu sur le mood de la partie suivante. Bref, on voit un peu qu'est-ce qui peut jouer en la faveur ou en la défaveur d'un jeu. Malgré tout, j'essaie d'enlever le facteur, on va dire, humain de la partie en tant que tel pour savoir si oui ou non je vais apprécier en fait les jeux que je vais vous présenter. Il y en a quand même quelques-uns, malgré tout quand même un bon mois de très gros jeux. Je regarde ça, ouais quand même, je pense que ça a valu la peine ce mois-ci. Donc sans plus tarder, on commence. Donc premier jeu, j'y vais en ordre plutôt de grosseur de boîte pour ce mois-ci, ça donne comme ça, je les ai empilés comme ça. Donc le premier qu'on a joué à, deux parties à 2 joueurs, une partie à 3 joueurs, du jeu Paku Paku. Et comment je pourrais bien dire ça? Dans les deux cas, sur 3 parties, je lui donne la note de 6.1, tout juste limite. En fait, c'est un jeu de vitesse dans lequel on ajoute un élément de dextérité. Il faut empiler des assiettes, des bols, 2 types de bols différents, un peu plus ronds, un peu plus ovales. Et en fait, c'est très basic, très familial, je vais dire, comme jeu même à la limite. Cependant, ça aurait pu être un petit peu plus précis sur les règles, ce qui fait que, de temps en temps, côté gamer, donc je suis pas sûr que ce jeu-là va ressortir vraiment selon l'expérience qu'on a eue. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on a 5 dés à lancer. Vous devez lancer les dés le plus rapidement. Si vous avez des mauvais symboles, vous allez devoir empiler des morceaux de vaisselle, relancer les dés. Si vous avez des dés avec une face verte, vous allez donc passer ces dés-là vers la gauche, genre au prochain joueur. Et si vous avez simplement des chiffres, vous devez simplement relancer les dés. Et là, ce qui arrive, c'est que, selon les règlements, c'est si jamais tu as un symbole rouge, tu dois mettre un morceau, un morceau de vaisselle empilé sur un petit cercle, et tu dois toujours empiler par-dessus, par-dessus, par-dessus. C'est pas indiqué le sens dans lequel on doit mettre le bol. Sur les images, on voit que c'est toujours dans le même sens. Cependant, nous, on y est allé un peu pêle-mêle, ce qui fait qu'à un moment donné, on a eu 2 morceaux qui ont comme vraiment resté jamais ensemble, qui étaient pratiquement pas ils pouvaient pas tomber. À partir de là, le gameplay, si vous avez deux dés rouges en même temps, ben là, vous devez passer 2 morceaux de vaisselle. Sauf que, si quelqu'un d'autre roule aussi en même temps que vous, qui place le premier morceau? C'est pas dit textuellement dans le jeu. Si vous avez un dé vert, vous le passez à l'autre. Si l'autre a ramassé ses dés, est-ce qu'il doit prendre le dé qui vient d'arriver parce qu'il ne l'a pas encore lancé ou parce que simplement les dés n'étaient pas encore sur la table? Vous voyez les petites règles qui fait que ce n'est pas un jeu de gamer, c'est pas assez précis. En plus de ça, le jeu en tant que tel demande de diviser les deux en parts égales. Les dés en parts égales. À 2 joueurs, il y a 5 dés. Je vous fais le compte, ça n'arrive pas égal. À 3 joueurs, il y a 5 dés. Je fais le compte, ça n'arrive pas égal. À 4 joueurs, ça n'arrive pas égal. Fait que ça commence à 5 joueurs que tout le monde va avoir un dé. Puis ça joue jusqu'à 8, donc il y a du monde qui n'aura même pas de dé. Bref, 2 façons En fait, la partie se termine quand quelqu'un atteint un certain score négatif.
Pour avoir un score, c'est-à-dire que vous faites tomber la pile de vaisselle, vous lancez donc les dés qui sont en avant de vous à ce moment-là, et les chiffres qui sortent sur ces dés-là vont être des points négatifs. Après ça, on redistribue les dés et on refait un tour. Donc, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui a busté la limite qu'on s'est définie en début de partie, bref, ça continue. Et sinon, si quelqu'un a à un moment donné les 5 dés en sa possession en même temps, il doit lancer les 5 dés et avoir la pénalité des points qui vont avec. À 2 joueurs, fine, c'est correct. Ça peut se jouer rapidement. À 3 joueurs, ça commence à être un petit peu plus complexe. Parce que les morceaux de vaisselle, comme ils sont juste sur la table, il y a une variante qui permet de... En fait, il faut absolument mettre un morceau de vaisselle différent de celui qui a été posé. Parce que sinon, on empilerait juste les assiettes, ça serait beaucoup plus simple. Bref, on se rajoute une difficulté dans le jeu. Mais à 4 joueurs, c'est qu'à un moment donné, les piles de vaisselle, t'as pas le choix de passer par-dessus les dés de quelqu'un, par-dessus la pile qui est en train de s'empiler pour aller chercher des morceaux de vaisselle à quelque part sur la table, ce qui fait que t'as un risque de le faire tomber. Bref, un jeu de vitesse qui nous a laissé un petit arrière-goût, je vais dire ça comme ça. Donc 6.1 pour Pacu ce mois-ci. Par la suite, j'ai joué à un jeu que j'avais reçu par Kickstarter. Je crois que j'ai fait un petit déballage dessus, il me semble, il y a quand même longtemps. Ou peut-être pas, en fait. Et c'est Tricky Tide. Tricky Tide, c'est un jeu très très simple de pick-up and delivery. Vous ramassez des cubes de couleurs, vous allez les porter sur la map pour faire simplement des contrats qui donnent un certain nombre de points. Il y a une petite variante avec les points, tout dépendant de quel contrat vous allez terminer. Il y a un symbole dessus qui permet d'avoir plus de points en fin de partie. Jusque-là, ça va. Après ça, il y a des cartes d'événements qui permettent de varier un peu les règles. Jusque-là, ça va. C'est jouable de 2 à 4. Parfait. Il y a une expansion qui permet de mettre les monstres et qui ont des effets, donc néfastes ou avantageux, dépendant. Donc, dans le jeu, nous, on n'a pas joué avec ça. Cependant, de la façon dont le jeu est démarré, c'est-à-dire que vous allez avoir un paquet de 32 cartes. Donc, 4 fois 8 symboles. Non, plutôt 8 fois 4 symboles. C'est plutôt ça. Donc, une suite de 1 à 8 sur 4 suites différentes. Bref. Et là, à partir de là, le tricky dans le titre, c'est pour trick-taking game. Donc, ce que ça fait, c'est que vous allez avoir quelqu'un qui va jouer une carte dans un symbole. Si les autres joueurs ont une carte de ce symbole-là, sont obligés de la jouer. Donc, c'est le principe un peu. Si quelqu'un joue un 8, toi, tu as le 7 et tu es obligé de jouer ton 7. Si tu as un 7 et un 2, tu peux jouer un 2. Mais si tu n'as pas ce symbole-là, tu dois jouer une autre carte. Bref, tu dois brûler donc des cartes comme ça. Et à ce moment-là, le joueur qui a la carte la plus forte pour ce tour-ci va jouer en premier, suivi de la deuxième carte la plus forte, de suivi de la troisième carte la plus forte, et ainsi de suite. Si jamais vous n'avez pas le bon symbole donc sur la table, ben ça va avec la valeur de la carte, tout simplement. Pour les bris d'égalité. Bref. Et sinon, c'est le plus proche du premier joueur. Et à ce moment-là, donc, ça veut dire que le premier joueur peut changer de main à ce moment-là. En début de partie, il y a quelqu'un qui est défini, on fait un premier tour, et il peut perdre le premier joueur. Là, ce qui arrive, c'est que si tu gagnes donc la main, tout simplement, ce qui arrive, c'est que tu joues premier. Jusque là, c'est cool, dans le fond, c'est un trick-taking game, tu joues premier, tu vas où ce que tu veux, tu ramasses les cubes avant quelqu'un d'autre, c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée. Cependant, sur les cartes elles-mêmes, il y a des directions qui vont vous limiter. Parce que vous ne pourrez pas aller partout, vous allez devoir aller dans une des directions possibles et obligatoires que la carte vous dicte. Donc, ce qui arrive, dans ce moment-ci, si quelqu'un joue un 8, vous avez le 1. Vous êtes obligé de jouer le 1. Même si vous êtes le dernier à jouer, vous êtes obligé de jouer le 1. Puis en plus de ça, vous allez faire un move de merde parce que les directions vont pas où vous vouliez aller. Fait que c'est dicté par quelqu'un. Ça, c'est la petite bémol qui fait que j'ai donné un 7.1. C'est la petite partie. Le trick-taking, ça va. Le pick-up and delivery, ça va. La direction
sur la carte de Pick-up and Delivery, pas certain. En fait, sur la carte de Trick Taking Game, plutôt, désolé, pas certain. C'est la petite chose qui est accrochée, tant qu'à moi, qui fait que tu es obligé de jouer parce que c'est un Trick Taking Game, mais tu vas jouer une carte de merde. Alors que tu es limité. Est-ce que je veux vraiment jouer premier? Oui, je joue une carte plus forte. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bref, malgré tout, le jeu était quand même... on a joué à 4, je pense que c'est le best player count. Les ressources étaient quand même assez, je vais dire, vides à chaque fin de round sur 3 rounds. Donc c'était assez vide, je pense que c'est le bon player count. 2, je pense que c'est un peu moins gossant, c'est juste du back and forth. Mais somme toute, Tricky Tide 7.1, c'est raisonnable. Il faut aimer le Trick Taking Game, évidemment. Il faut aimer le Pick-up and Delivery. Mais la petite affaire entre les deux d'avoir mis des directions sur les cartes, ça, je pense que c'est là que ça casse un petit peu. Aussi, ce mois-ci, j'ai joué à un jeu qui semble un jeu familial. Et en fait, ça ne l'est pas du tout. Et c'est Aquarium. Donc, je lui ai donné un 6.2, encore une fois, pas très loin d'une note de passage, hein. Donc, Aquarium, ce que vous faites, c'est que vous êtes des collectionneurs de poissons. Bien sûr. Et ce que vous devez faire, c'est que vous devez remplir votre aquarium avec des poissons de différentes grosseurs, de différentes couleurs, qui vont donner des points si vous avez juste des petits poissons, si vous avez les 3 poissons de différentes grandeurs dans un même aquarium, par exemple, de la même couleur. Bref, il y a quand même quelque chose à faire avec ça pour le principe de set collection. Donc, vous ramassez des cartes pour essayer de faire une collection et avoir un certain nombre de points. Comment je dirais bien ça? Ça se joue. C'est là que ça s'arrête. Parce qu'en début de partie, vous avez un poisson d'une couleur, un petit poisson, bref, qui sert strictement à rien. C'est pas ça qui va définir votre objectif de partie, mais pas en tout. À votre tour, vous avez deux actions possibles. Décider d'acheter ce qui est chez le vendeur ou passer, faire 2 piastres. Donc 2 $. On commence la partie avec des coups comme 15, je pense. Si je ne me trompe pas, c'est une affaire comme ça, 15. Et là, si vous décidez d'acheter, advenant le cas, par exemple. Donc, vous décidez d'acheter, et les cartes qui sont révélées, il y en a une en commençant, et si vous passez, ce qui arrive, c'est qu'on met une carte de plus. Et là, l'autre passe, on met une carte de plus. Et là, on passe, on met une carte de plus. Bref, à un moment donné, ça commence à être intéressant de faire l'option d'achat parce qu'on peut avoir plusieurs choses en même temps. Par exemple, 2 poissons et une plante, par exemple. La plante va juste servir à nourrir les poissons plus tard. Et à partir de là, vous faites « Ah, ben cool, ça vaut à peu près 10. Au total, j'ai 15. Ça va être une bonne affaire. Fait que je vais faire l'action d'acheter. » Mais c'est là que ça se corse. Le jeu ne fait pas « Voici, tu achètes 15. » Non. Tous les autres joueurs sauf vous, avez une possibilité, avec un deck de cartes, de faire des modifications à l'offre qui est présentement chez le vendeur. Vous pouvez faire un switch entre ce que vous avez dans les mains et ce qui est sur le plateau. Donc, votre petit poisson de merde qui vaut 1, allez le switcher pour un poisson à 5. Donc, vous faites un switch. Et là, ça veut dire que le prix vient de changer, donc en tant que tel. Et ça, c'est faisable. Vous pouvez aussi faire que vous ajoutez une carte supplémentaire, ce qui fait que la personne pourrait peut-être plus payer. Vous pouvez aussi retirer une carte qui était quand même trop bonne. On ne peut pas retirer les plantes par contre. Bref, on peut faire ça. Il me semble qu'il y a un autre truc qu'on peut faire. Et une fois que la carte est utilisée, elle est mise de côté et on les récupère que beaucoup plus tard. Donc, déjà, ça c'est très 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 punitif quand tout le monde commence à se faire chier. Et là, finalement, je ne peux pas acheter. Parce que, avec tout ce qui s'est passé, tu as le choix de refuser. Si c'était que ça, ok, fine, il y aurait peut-être moyen de... Dans le fond, tu joues dans le tour de l'autre, on va dire ça comme ça. Mais non! Deuxième étape, une fois que tout le monde a fait ça, chacun des autres joueurs peut influencer le prix de l'offre avec un +1, -1, ×2. x2! 15 x 2, 30. Il n'y a personne qui a ça sur la table. Il n'y a personne. Ou divisé par 2, mais vous devez payer cette moitié-là
à la personne qui a joué cette carte-là. Donc, ce que ça fait, le montant est beaucoup plus élevé. Mettons 20, par exemple. 20 divisé par 2, 10. Là, vous faites parfait, je le prends parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Je prends les poissons, je donne 10 à l'autre. Donc, il me reste 5. À 5, là, je ne serais jamais capable d'acheter. Jamais à chaque tour. Là. Jamais, jamais, jamais. L'autre en face, là, il est rendu à 25. Il y a beaucoup plus de chances d'être capable de faire quelque chose. Fait que là, ce qui arrive, c'est quelqu'un qui va arriver à acheter. Là, il y a quelqu'un qui va faire un divisé par 2 parce qu'il sait qu'il y a de l'argent et il va vouloir payer. Donc, il va jouer le troisième joueur va jouer un divisé par 2. Donc, lui, il va lui donner son argent. Et après ça, divisé par 2, moi, je vais reprendre cet argent-là. Donc, on a divisé, divisé, divisé. Et à un moment donné, plus personne ne peut rien acheter. C'est complètement con. Et une fois que vous avez fait votre force d'achat qui a plus ou moins bien été, qui est très, 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 très longue, parce que tout le monde doit choisir une carte, la mettre face cachée, la révéler. Nous, on a joué une partie à 3 joueurs, si je ne me trompe pas, et peut-être même 4. Il n'y a pas de bon player count, ok? Vous en sortirez pas. C'est trop long, c'est trop long. À 3 joueurs, même chacun, 2 autres joueurs, on joue une carte, oui, non, ok, je joue celle-là, on révèle, qu'est-ce qui se passe, c'est toi qui actes avant. C'est trop long pour un type de jeu comme ça, une petite boîte. Bref, il ne devrait pas avoir autant de petites règles à faire entre je décide d'acheter ou pas. Et une fois que vous avez avancé un peu dans le jeu, vous allez avoir une carte qui va sortir. Veuillez nourrir vos poissons. À ce moment-là, les plantes vont pouvoir nourrir un poisson. Si vous n'en avez pas, vous devez payer avec votre argent que vous n'avez plus pour pouvoir garder vos poissons. Peu importe, tout dépendant en fait de la grosseur du poisson, vous allez devoir payer plus cher. Et le prix de cette bouffe-là peut varier. À chaque tour, vous allez avoir 4 cartes que vous allez brasser. Et c'est possible que ce soit 1, 2 ou 3. Ben, parce que la carte 2, elle est 2 fois. Bref. Et je ne sais pas si vous venez d'entendre ce que je viens de dire, selon les calculs mathématiques de 2e année. Mais si moi, je viens d'acheter pour 10, il me reste 5. Il faut qu'on paye 3. Je peux même pas, je peux nourrir un poisson. Puis ce que je viens d'acheter, là, mettons que j'ai acheté 5 trucs en même temps, ils crèvent toute la gang. Fait que j'ai plus d'argent, j'ai pas de points, puis la game s'étire pendant 1 heure de temps. Donc, j'ai donné un 6.2 parce que les composantes sont super belles. C'est beaucoup du take that. Il y a quelques petites choses peut-être, je ne vais pas dire en amélioration, il y a peut-être une variante, bref, à la fin que je n'ai pas regardé, peut-être. Mais pour l'instant, 6.2, je pense que c'est quand même assez bien noté pour ce jeu-là, donc Aquarium. Ensuite, on a joué à un jeu de drafting, donc card drafting game, dans lequel vous allez recevoir une main de cartes, vous en choisissez une, et après ça, on passe le paquet à l'autre, l'autre en choisit une, et on passe comme ça, tout le monde a un paquet, donc ça cycle jusqu'au temps qu'on ait toutes nos cartes, et à partir de là, on fait une phase de scoring, et il s'agit ici de Sushi Go Party. Donc, Sushi Go Party, version, je vais dire, améliorée de Sushi Go Standard. Sushi Go Standard était un jeu, je vais dire, pas bas de gamme, c'est pas ça exactement, c'est à très bas prix, je vais dire ça plutôt comme ça, avec quand même un très très bon gameplay de drafting dans lequel on inclut toutes les cartes. Seule chose, c'est qu'il fallait comptabiliser nous-mêmes nos propres points sur un morceau de papier à part, on va dire ça comme ça. Peut-être des petits jetons qui auraient été inclus auraient pu être intéressants, même s'ils sont extrêmement petits et de très piètre qualité, ça aurait été intéressant. Bref, il n'y en avait pas. Et somme toute, Sushi Go était très bon, mais à un moment donné, ça devient répétitif selon les joueurs, selon les mêmes joueurs en tant que tel. Ce qui arrive, c'est que vous allez avoir quelqu'un qui va se lancer dans les makis, il y a quelqu'un qui va se lancer dans les sashimi, et c'est pas mal tout le temps les mêmes qui font les mêmes actions. Bref, à un moment donné, ça devient, ça stalle. Donc, on fait, ben c'est bon, on a fait un tour un peu de Sushi Go, on va le sortir peut-être dans 3-4 mois, bref, entre 2 parties, parce que c'est plutôt un filler. Et Sushi Go Party, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, parfait, vous voulez avoir un système de scoring? On va vous en donner un, on vous donne un plateau dans lequel il va y avoir le tour du plateau qui va être numéroté pour faire la phase de scoring. Good! En plus de ça, on va vous donner des tuiles qui vont vous permettre de sélectionner quel type de carte va être mis dans le jeu. Donc, en plus
de nous avoir donné, évidemment, une plus grosse boîte que Sushigo standard, qui est à peu près la moitié de ça, et à peine épais comme quasiment juste le couvert de la boîte, eh bien, le jeu, en plus de nous avoir fourni ça, on a une panoplie de cartes possibles pour faire un propre deck. Et là, on se ramasse que les combinaisons sont astronomiques. Et là, ça devient quand même très intéressant. Là, on a du replay value en masse. Et si j'ai une version à conseiller, c'est évidemment celle-là. Sinon, la de base, très 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 bonne. La seule chose, c'est que à un moment donné, ça va perdre son goût un petit peu. Donc, ça va vous prendre un petit peu de gingembre, hein, comme le principe le dit, ou un petit peu de wasabi peut-être. Et ça va vous prendre peut-être une version un petit peu plus de luxe qui va être Sushigo Party. Donc, celle-là, je lui ai donné je vais juste regarder sur le côté, un 7.6. Bref, très bon jeu. On y a joué à 3 joueurs cette fois-là. Il joue jusqu'à 8, tandis que la version de base était jusqu'à 5. Bref, celui-là, quand même beaucoup plus complet, donc très 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 intéressant, ce Sushigo Party. Par la suite, petite déception pour ma part ce mois-ci, je m'attendais à totalement autre chose de ce jeu-là. Et c'est Fantastic Factory, qui est en fait un dice builder, building, bref, c'est dur à décrire. En fait, ce que vous allez avoir, c'est des travailleurs qui sont des dés. Et vous allez devoir construire des industries, des machines, des bâtiments qui vont vous générer un certain nombre de points ou qui vont vous permettre de générer des ressources pour faire autre chose, qui vont permettre de générer, bref, c'est tout le temps de la génération et c'est un engine building, donc il faut faire quelque chose qui va nous permettre de faire autre chose, puis à l'autour d'après, ben, on va pouvoir faire ces deux actions-là. Bref, essayez d'optimiser tout ça. Habituellement, j'aime quand même bien ce type de jeu-là. La seule chose, c'est que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus du côté de la chance, avec le roulement de dés, et par le fait même, c'est plutôt, il faut mitiger ces roulements de dés. C'est très 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 différent. Parce qu'en fait, si on s'attend à avoir de la chance, c'est que vous roulez, ah good, j'ai été chanceux, voici ce que je peux faire, prendre telle carte, bref, ça vient de se terminer là. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que peu importe ce que vous roulez, vous devez faire au mieux avec ça et non pas vous baser vos stratégies en espérant avoir un chiffre. C'est plutôt ça la différence entre les deux. Et je croyais que c'était plus ça. Et finalement, non. Et bref, côté stratégie, ça change un petit peu la donne. Pendant qu'on a quelqu'un qui se dit, OK, parfait, moi, je vais faire telle chose. Et finalement, tu vois que ça commence à bien fonctionner. Et toi, de ton côté, ça a l'air de bien fonctionner. Mais il faut que tu roules tout le temps tel chiffre alors que c'est dur à avoir. C'est ça, c'est plus... Bref, ça m'a refroidi un petit peu. On a fait une partie à 3 joueurs qui est... Je pense que c'est correct côté player count. Je pense que ça va jusqu'à 5. Il y a une version solo aussi que je n'ai pas essayé. Probablement que ça ferait rehausser la note quand même considérablement maintenant que j'y ai joué au moins une partie. C'est pas une question de comprendre ou non les règles, c'est plutôt mon attente était quelque chose. Et finalement, ça n'a pas été ça qui s'est passé avec ce jeu-là. Très bel insert, très beau matériel, iconographie claire. Cependant, il va falloir que je donne un deuxième test pour pouvoir augmenter sa note parce que sur le coup, je dois avouer que pour ma part, ça manquait un peu de saveur. Et ce que je dois dire aussi, c'est que je ne sais pas si je l'avais dit, mais je lui avais donné un 7.1 qui est quand même plutôt faible compte tenu du type de gameplay que j'aime bien habituellement. Donc c'est assez pour vous dire à quel point j'ai été un peu déçu. Nous avons aussi joué à ce mois-ci un jeu un peu plus gros que ce que je vous ai présenté parce que là les boîtes commencent à grossir un petit peu. Un jeu qui s'appelle Provincia Romana. Donc Provincia Romana, qui est un jeu, un autre engine building game. Dans l'époque là où le Rome est extrêmement puissant, ou puissant, bref, peu importe comment vous voulez le ou la nommer, on n'est plus genré maintenant. Donc, Provincia Romana, c'est un jeu particulier dans lequel, je vais dire, les actions se répètent, les actions sont sensiblement les mêmes, et on s'attend à avoir une résolution différente à chaque fois, alors que ce n'est peut-être pas le cas. C'est beaucoup de mots, beaucoup de salive pour peut-être rien dire. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que le gameplay
lui-même. Bon, évidemment, le but, c'est de faire le plus de points possible. Bref, très, très, très basic. Celui qui va avoir le plus de points après 6 rounds est le vainqueur. Là, ce qui arrive, c'est que, tout dépendant du player count, ça va changer un petit peu la dynamique du jeu. Et pas de « Ah, il y a plus d'ennemis », ça n'a aucun rapport. C'est un jeu versus, dans lequel vous allez devoir construire un village. Et dans ce village-là, vous allez devoir garder la morale haute et avoir quand même un peu d'armée pour pouvoir se battre contre... je sais même pas si je me rappelle même plus c'est quoi les ennemis dans le jeu, mais à la vague, je crois, au 2e tour, 3e tour et 5 et 6e tour. Il y a un certain nombre de tours prédéfinis à laquelle vous allez vous faire attaquer et vous allez devoir vous défendre. Et à chaque tour de jeu, le jeu en tant que tel, c'est que vous allez avoir des ressources. Il faut aller chercher des ressources qui vont vous permettre de construire des bâtiments. Et à partir de là, avec les bâtiments que vous allez avoir, vous allez pouvoir mitiger un peu la force de combat. Si vous perdez les combats, ça peut être extrêmement pénible, soit perdre des bâtiments de prestige qui valent beaucoup de points, perdre des ressources qui est assez chiant aussi. Bref, c'est totalement pénalisant. Il ne faut pas trop perdre les combats, je vous le dis tout de suite. Et à partir de là, c'est que il y a 6, je veux dire plutôt 3 actions possibles à chaque tour. Et dans ces 3 actions possibles, c'est soit d'aller chercher des ressources, soit d'aller chercher un bâtiment à construire, ou d'aller au Sénat pour avoir un personnage spécial qui va vous permettre un peu de traficoter les règles, tout dépendant de qui vous allez avoir. Et ces 3 actions-là peuvent être faites 2 fois par tour. Et c'est par tout le monde. Parce qu'il y a 2 jetons. Donc, à la partie ressources, il y a 2 jetons au Sénat. Il y a 2 jetons ou les bâtiments. Et ce que ça fait, c'est que, par exemple, nous, on y a joué une partie à 3 joueurs. C'est que tout le monde va faire donc 2 actions. À ton tour, tu fais une action, tu choisis un des paquets dans lequel tu vas pouvoir aller piger. Donc, si tu choisis ressources, première affaire, tu vas prendre les 6 cartes du dessus de la pige de ressources. On en met 4 révélées, 2 faces cachées. Et ça, il y a deux parties sur la carte. En haut, c'est celui qui est le premier joueur va récolter ça. La deuxième partie, si tu es quelqu'un d'autre. Donc, tu choisis une carte. Le deuxième joueur choisit une carte. Le troisième choisit une carte. Le quatrième choisit une carte. Tout le monde ramasse les ressources de leur carte. Après ça, on prend le reste, on met ça à défausse. Après ça, le deuxième joueur choisit dans les actions restantes. Donc, il reste une action de ressources possible à faire. Il reste le Sénat 2 fois, il reste les bâtiments. Il va aller chercher des ressources. Donc, lui, il prend 6 cartes. C'est long, là, on s'entend. Là. Il met 6 cartes. Ça, il prend sa carte. Donc, il va récupérer la totalité, bref, de ses ressources. Parce que là, c'est lui qui est le premier à instiguer cette action-là. Donc, il ramasse sa carte. Après ça, c'est l'autre. Après ça, ça revient à moi. Après ça, ça va au troisième joueur. Là, il a le choix. Il va au Sénat ou il va chercher un bâtiment. Fait que là, il va finalement aller chercher un bâtiment. Il prend 6 cartes. C'est tout le temps comme ça. Donc, et ce qu'on a remarqué, c'est que c'est tout le temps ressources, bâtiment, Sénat. Tout le temps. À 4 joueurs, ça aurait changé un petit peu la donne parce qu'on aurait eu 4 joueurs et avec les 6 actions, il aurait fallu décider où on aurait été. Probablement, ce qui aurait arrivé, c'est ressources, bâtiment et personne n'aurait jamais été dans le Sénat. Probablement. Mais comme on était à 3 joueurs, on avait la totalité des actions disponibles. Ce qui fait qu'on faisait absolument tout et c'était toujours le même ordre, la même répétitivité de prendre 6 cartes. Et c'est quand même assez long à faire comme action tout le temps. Et c'est ce que j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ça enlève un petit peu de saveur. Les combats, c'est bien. La gestion entre les joueurs, c'est bien aussi. Par contre, l'iconographie des cartes, j'aurais changé ça. C'est pas, tu sais, par exemple, on vous dit, tous les bâtiments qui valent 1 point sont des bâtiments communs. Tous les bâtiments qui valent 3 points ou plus sont des bâtiments de prestige. Cependant, dans les bâtiments de prestige, on vous dit, vous pouvez juste en construire un. Sauf si il y a la mention que vous pouvez en construire d'autres. Là, ça fuck, là. Là, ça vient de merder, là. Tu ne fais pas ça. Donc, tous les bâtiments, tout simplement, qui sont communs,
sac-moi ça en couleur blanche comme caractère, là, le texte là, en blanc. Après ça, tes bâtiments de prestige sont jaunes. Tu peux avoir des blancs comme tu veux, les jaunes, tu peux juste en avoir un de chaque. Ça vient de finir là. Pas ça. Là, ça fuck la patente. Ah, y a-tu l'icône? Ah, c'est-tu celui-là? C'est pas celui-là? Non. Non. Donc, mauvaise gestion de l'iconographie dans le jeu. Et avec ça, ça lui a donné un 7.5 malgré tout. Le gameplay était quand même assez intéressant pour vouloir y rejouer avec un différent player count. 3, je pense que c'est bon. Mais je pense qu'à 5... ou même peut-être même 4. Bref, ça changerait quand même la donne un peu. Et j'aimerais bien pouvoir cycler à travers toutes les cartes bâtiments possibles pour voir qu'est-ce qui reste de disponible dans le jeu. Là. Et pour continuer cette vidéo, en fait, nous avons joué à Ethnos, qui est un bon jeu de placement, en fait, de troupes. Et je lui ai donné un 8.3. 8.3, en fait, parce que, bon, ok, on va mettre de côté la map très laide. Les cartes, c'est correct. Visuellement, c'est correct. Les jetons de troupes, pas si hot que ça non plus. Au moins, ils s'empilent bien. Mais, somme toute, le jeu, pour pouvoir placer ses unités, il faut faire des armées. Pour faire des armées, il faut avoir une sélection de cartes qu'on va avoir une dans ses mains. Il faut sélectionner notre lieutenant. Et à partir de là, ce qui arrive, c'est que notre lieutenant va donner un pouvoir sur la série de cartes qu'on joue. Et il faut avoir une armée de 2 pour pouvoir mettre un jeton sur une place où est-ce qu'on avait déjà un jeton. Après ça, ça va nous prendre 3 pour mettre une armée de plus pour où est-ce qu'on en avait déjà 2. Bref, il faut toujours incrémenter comme ça. Et à un moment donné, ben, il y a un scoring qui est fait pour savoir qui marque telle zone. Et chacun des 6 territoires possibles contient 3 jetons. Et donc, au premier round, on va dire ça comme ça, on va scorer le plus petit jeton. Après ça, ça va être le deuxième. Après ça, le troisième, qui sont toujours en ordre croissant. Et là, on voit qu'à un moment donné, ça commence à se battre un peu partout pour avoir les plus gros points. Et dans tout ça, pour faire des armées, il y en a 6 qui sont sélectionnés. Je fais ça comme ça, hein? Ben oui. Il y en a 6 qui sont sélectionnés en début de partie sur 12 possibles. Donc, vous imaginez un peu la combinaison de tout ça. Et chacune des races de créatures ont une habilité spéciale si elles sont choisies en tant que leader. Et vous devez faire au mieux avec ce que vous avez. Et à partir de là, ce qui arrive, c'est quand vous jouez des armées, en jouant une armée soit de la même couleur, qui correspond donc au même territoire, qui peut contenir différents types de créatures, mais de la même place, ou le même type de créatures, mais peu importe l'endroit d'où ils viennent, quand vous jouez ça, vous devez absolument vous défausser tout le reste de votre main, qui vont devenir disponibles aux autres joueurs. Donc, il faut faire attention, tout dépendant qui est en train de ramasser quoi, puis quand jouer nos armées pour être capable de tirer profit de tout ça. Bref, Ethnos, à part le visuel du plateau qui est vraiment, c'est vraiment pas là, franchement, 8.3 c'est quand même très haut de ce qu'on a vu à date depuis que je donne des notes. Donc franchement, c'est bien Ethnos. Puis évidemment, c'était juste le couvercle parce que l'insert qui est fourni, si je le lève comme ça, c'est sûr et certain que les jetons vont se mélanger à l'intérieur. Il n'est pas si efficace que ça. Et le dernier jeu qui a été joué ce mois-ci, très grosse boîte, on va dire que c'est sensiblement un format dans lequel ça va vous prendre 4 heures à jouer, qui est censé être épique. Il s'agit de Western Legend, que je lui ai donné un 7.4. Et le pourquoi, je vais quand même majorer ma note parce qu'il y a quand même beaucoup de reviewers qui l'ont encensé. En fait, le matériel, premièrement, n'est clairement pas conséquent avec l'épictitude qu'il tente de nous insuffler. Et voilà, hein, les gros termes. En fait, les cartes sont correctes. C'est correct. Les jetons, pas sûr. Les figurines, le plateau, bah, tu sais, c'est ça. Tout ça pour nous faire jouer un jeu western dans lequel vous pouvez être bon, vous pouvez être méchant, vous allez avoir des tâches que vous pouvez faire, vous avez un mode histoire, on va dire, à avancer au travers de ça. Il y a 2 genres de mini-villes qui ont différents endroits pour faire des actions. Le livret de règles extrêmement long à lire et je veux dire, quand même complexe,
Mais le jeu est beaucoup plus facile que ce que le livret vous laisse croire. Parce qu'une fois que c'est démarré, ok, je peux bouger de tant d'espace. Les icônes sont sur le plateau. Alors qu'il aurait pu, je vais dire, indiquer l'action disponible par l'icône sur le plateau lui-même. Ça aurait été très 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 intéressant visuellement parlant. Mais on a une feuille qui est un aide de jeu, bref, une demi-feuille coupée. Pratiquement, j'exagère un petit peu parce qu'elle est quand même plastifiée. Avec tous les endroits, les lieux et tout ça. Elle est recto verso en plus. C'est complètement un bloc de texte. Bref, c'est pas génial pour ça. Mais, donc, ce qu'on fait, c'est pas compliqué. On se promène. Il faut faire des points de légende. Faire des points de légende, on vend du bétail. On vend du bétail ou on vole le bétail. On va miner pour avoir de l'or. On peut vendre notre or, évidemment. On peut aller au cabaret. On peut jouer au poker. On peut combattre les bandits. On peut faire face au shérif. On peut devenir méchant et éliminer, en fait, voler les autres joueurs. On peut aussi faire des duels. On peut aussi être marshal et arrêter ceux-là qui sont en train de foutre le bordel. Bref, ça laisse une très très grosse place à un open world, donc un monde ouvert, mais très restrictif. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que devenir marshal, c'est très intéressant. Mais ça limite à un moment donné le potentiel qui fait que quelqu'un qui aura une autre stratégie va gagner, qui n'est pas nécessairement d'aller du côté méchant, qui va être plutôt le côté prospéré. À un moment donné, tu n'auras pas le choix de dire « je vais aller voler cette personne-là, parce que sans ça, elle va gagner ». En faisant ça, tu deviens un renégat. En étant un renégat, tu vas te mettre à faire des points de légende pratiquement tous les tours. Mais tu as les marshals qui vont te courir après. Alors, c'est un genre de roche-papier-ciseaux à 3 rôles. Et l'affaire pourquoi la note est aussi basse, c'est que nous, on a fini la partie, qui a été quand même longue, et on n'a pas... Le gagnant n'était pas... Puis en fait, c'était moi, en fait, là, mais tu sais, j'étais pas comme « Waouh, j'ai super bien joué, ça a bien été, j'ai optimisé mes moves, oui, un peu. » Après ça, il y a un autre joueur à côté, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, je l'ai arrêté en début de partie, c'était correct, mais après ça, il a eu du mal à revenir dans le jeu. Après ça, il y en a un qui a tenté de prospérer à un moment donné, on a vu sa stratégie, là, il a commencé à vouloir changer de stratégie, bref, ça n'a pas fonctionné. Puis il y en a un autre qui était Marshall, et finalement, lui aussi a essayé de faire une coupe d'aller vendre du bétail, bref, pour augmenter la légende, les points de légende. Et c'est dur à dire, c'est dur à décrire, parce que le feeling de tout ça devrait être épique. Tu fais ce que tu veux, puis tu te crées toi-même un propre rôle. Et là, c'est pas ce qui est arrivé. On a un joueur qui est resté neutre, qui n'a pas voulu foutre le bordel, qui a essayé de rester neutre toute la partie. On a un joueur qui a essayé de s'en aller du côté renégat, il s'est fait arrêter en partant. On avait 2 joueurs du côté Marshall, qui ont... En fait, les deux, c'est les 2 qui ont fait le plus de points en fin de partie. À partir de là, ouais, mais ce qu'il faut qu'il arrive, c'est que le joueur qui était neutre, il fallait qu'il choisisse un côté, ce qui aurait fait débalancer la partie d'un côté. Donc, il y a quelqu'un qui aurait pu faire plus de points en allant de l'autre côté. Bref, c'est ce qu'il faut qu'il se passe. On a joué une partie à 4 joueurs. Je vais dire, l'interaction entre les joueurs était plutôt faible dans notre partie à nous. Là, je comprends qu'il faut en avoir, mais moi, pour ma part, j'ai fait 2 duels, sensiblement. Il y a un autre joueur qui en a fait 1, je pense, contre un bandit. Très, très, très basic. Il y a une action qui est d'aller jouer au poker. C'est super long. Là, c'est quelqu'un qui met des cartes. L'autre choisit ses cartes. Bref, ça c'est trop long pour ça. Après ça, on va au marché. Il y a toutes les cartes qui sont disponibles. C'est pas comme, ah, aujourd'hui, le vendeur a ces 3 cartes-là. Qu'est-ce que tu choisis? Non, non. Tu as toute l'étale au complet. Là, il faut que tu choisisses là-dedans. Là, t'es jamais pour attendre parce que c'était sa 2e action sur 3. Fait que là, il faut que tu attendes qu'elle jette pour faire autre chose. Là, ça, c'est long. Ça, c'est long. Bref, ça, il aurait peut-être pu avoir un descriptif des cartes sur un autre aide de jeu ou un aide de jeu plus grosse, tout simplement. Les jetons en tant que tels, les jetons de dégâts en carton, c'est pas super joli. Donc, le matériel est clairement pas épique pour le gameplay qu'il tente de nous donner. Ça, c'est une chose. Le plateau de jeu, les ondes sont tout croche. C'est fait, on dirait, les lignes, là, par quelqu'un qui était aveugle. Il fait, moi, je fais des lignes comme ça, puis ça va donner un plateau. Le plateau est joli, mais les ondes sont mal définies.
on a de la misère à savoir, ok, ça passe-tu ou ça passe pas par là? Ah oui, c'est 2 cases. Ah ouais, j'avais l'impression que c'était une. Bref, pas super cool du côté lisible de la chose. Puis, il y a des cases que dans tout le plateau, vous irez jamais. Tu sais, c'est les lignes droites qui font un V ou un triangle. Puis le reste, vous irez pas, là. Vous irez pas là, oubliez ça. Oubliez ça, vous irez pas dans ces zones-là. Ce qui fait que il manque un petit quelque chose. Pour que le rendre totalement épique, il manque un petit quelque chose encore dans le gameplay. Ce qui fait que sa note, elle est en conséquence de ça. Donc, ça fait le tour de ce qui a été joué au mois de février. Donc, quand même une belle cuvée, un peu de n'importe quoi, ce qui est quand même très très cool. Un peu de filler, déjà un peu plus gros. Bref, ça prend ça. Et on va se revoir le mois prochain pour la même vidéo, en fait, le mois prochain. Présentement, c'est tourné en fin de mois parce que je ne jouerai pas aujourd'hui et on est le 29 février, faute de montage. Hein? Dégueulasse, mais je scrape la magie. Mais somme toute, donc on va se revoir, nous, au mois d'avril pour savoir qu'est-ce qu'on a joué en mars. Donc sur ce, bye bye!